L'invaincu Khamzat Chimaev vient titiller le top de la division en se mesurant à l'ancien champion Robert Whittaker. Khamzat Chimaev a roulé sur tout le monde à l'exception de Burns et Usman. Robert Whittaker fait aisément partie des athlètes qui peuvent le mettre à mal et ce splendide combat fera l'office du co-main event ce samedi. Bienvenue dans le Game Plan avec Brian Boulan. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Et Brian, qu'est-ce qui t'intrigue ici? Je pense qu'il m'intrigue le plus, c'est Chimaev, hein, clairement. Clairement, j'ai envie de voir un petit peu son retour, j'ai envie de voir ce qu'il nous a concocté, préparé, notamment avec son changement de camp. Ouais. Mais voilà quoi. Et puis bien évidemment de l'autre côté, la capacité de Whittaker à survivre au premier round. C'est ça. Moi, j'avais un peu anticipé en me disant à mon avis Brian va répondre ça, mais j'ai quand même le noté pour moi. Moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est le premier round, juste le premier round. Et après, voilà, si ça passe le premier round, qu'est-ce qui se passe à partir du deuxième? Ça, c'est vraiment ma grosse intrigue pour ce co-main event. On analyse ça après le tail of the tape. Khamzat Chimaev est numéro 12 dans la division avec son palmarès parfait de 13-0, incluant 7 victoires sous la bannière de l'UFC. 5 KO, 6 soumissions et 2 décisions. On est sur un taux de finalisation à 85%. Robert Whittaker est classé à la 3e place des contenders. Il a un palmarès de 26 victoires pour 7 défaites et affiche 17 victoires pour 5 défaites à l'UFC. 15 finalisations, 10 par KO et la moitié par soumission, c'est-à-dire 58% de taux de finalisation. Khamzat aura l'avantage de taille et d'allonge du haut de son 1m88 avec 1m91 d'allonge contre le 1m82 de Whittaker et son allonge à 1m87. Le peu de temps que Khamzat passe debout, c'est pour la guerre. 5,72 frappes qui touchent à la minute. Ce qu'il y a de surtout intéressant, c'est les pourcentages inversés en attaque-défense pour nos deux protagonistes. Whittaker touche avec 43% de ses frappes et Khamzat a une défense à 42% debout. Offensivement, Khamzat touche avec 58% de ses frappes envoyées et Whittaker à 59% de défense en pied-point. Les 4 amenés au sol par 15 minutes pour Khamzat avec son succès à 46% sera testé face à 82% de défense du côté de Whittaker. Autant Khamzat Chimaev est entré à l'UFC en mode ultra actif, autant ça a drastiquement diminué depuis la pandémie. Son KO expéditif sur GM3 remonte déjà à 2020. Un an plus tard, il soumet Li Jingliang. Il a ensuite sa guerre contre Burns et sa soumission sur Holland. Il faudra à nouveau attendre un an avant son retour à la décision majoritaire face à Usman, qui était il y a un an. Robert Whittaker avait perdu sur le fil dans sa revanche contre Adesanya en 2022. Il rebondit contre Vettori à Paris, mais se heurte à notre champion actuel Dricus du Plessis. Depuis, il est sur 2 belles victoires sur Paulo Costa à la décision et son rapide KO sur Alice Kerov qui remplaçait Khamzat Chimaev en juin dernier. Notre communauté a voté et j'ai l'impression que plus on fait ces votes, plus on a de votes. C'est vraiment cool. Malgré que j'ai posté ça hier après-midi, on a 2400 votes et nous avons 63% qui voient une toute première défaite de Khamzat Chimaev, signé Robert Whittaker. Ouais. Donc, on en a parlé. Khamzat, monstre du premier round. Il vient pour lutter directement. Si ça passe, il submerge avec un système offensivement hyper actif au sol. Soit il met une pression de monstre, soit il passe une position, soit il frappe, soit il menace une soumission. Il y a toujours quelque chose d'actif et de dangereux, on va dire. Son positionnement, sa réactivité, son expérience frôle du jamais vu auparavant à l'UFC. Par contre, s'il n'impose pas sa lutte, s'il va partir sur une guerre debout, il a un menton, il a une certaine efficacité. C'est pas ultra esthétique, mais c'est difficile à gérer. Ouais, écoute, je pense que c'est bien décrit, hein. Ouais, clairement. Et voilà, si on veut, on peut rentrer plus dans le détail de son système de lutte. Ça shoot très bas pour amener au sol. Il a un bon chaining et il cherche les positions, comment on appelle ça? Position inconfortable pour l'adversaire. Moi, je pense qu'il a vraiment un système très très adapté au MMA. Ouais. Donc il a une vraie formation de lutteur en gréco. Il n'a pas été dans des grandes compétition, tu vois, mais sa lutte gréco est très très bonne. Son shoot long et bas de début de combat, c'est vraiment adapté au MMA pour
casser beaucoup de distance. Et effectivement, quand il est au sol, il va mettre une pression sur tous les points d'appui, casser la posture, rider, prendre le dos. Euh, c'est un problème. Clairement, c'est un problème. Ouais. Sa lutte est vraiment, pour moi, c'est une des meilleures qu'on a à l'UFC, clairement. Ouais, vraiment. Pour le positionnement et la stabilité, tu peux comparer un peu à Shavkat. Je trouve qu'il y a vraiment une très bonne stabilité au sol. Khamzat est encore plus agressif. Ah ouais, non. Ouais. Et il y a le côté agressif peut-être de Khabib, quoi. Pour moi, c'est... Ouais. En fait, Khabib, je trouve qu'il est un petit peu plus à travailler. C'est beaucoup plus long, tu vois. C'est un travail de pression, mais qui Un est peu plus plus lent, patient. Un plus peu plus patient et ouais. tout. Là, c'est imposé. Il t'impose, tu vois. Il va te mettre au sol et quand tu essaies de te relever, il va te tirer sur cette jambe. Et il y a beaucoup de force qui est utilisée. Alors voilà, hein, c'est aussi un de ses défauts parce qu'il va vraiment brûler beaucoup d'énergie. Mais sur le combat contre Ousmane, il est donc Ousmane est dos, proche de la cage, il va saisir avec sa jambe la jambe de Ousmane et la tirer, tu vois. Ouais. Draguer ses jambes pour le remettre au sol en utilisant beaucoup d'énergie. Ouais, beaucoup d'énergie. Et une fois que c'est à genoux, là, il va prendre le dos, mettre énormément de pression dans les jambes pour imposer à casser la posture. Ouais, je trouve que ça ressemble plus à un cauchemar quand t'es en dessous, tu vois. Ouais, en fait, j'avais fait une analyse pour la sueur à l'époque, où j'avais vraiment regardé tous ces combats et j'avais compté, et je crois qu'il y avait jamais plus de 4 secondes au sol où la position bougeait pas, où il n'y avait pas une intention de quelque chose. Tu vois, les seuls moments, voilà, il y a des moments où il bouge pas, mais tu vois, il met une pression sur l'épaule ou il met une pression sur la mâchoire avec son épaule. Il y a quelque chose. Ça fait tout le temps mal. Et donc tu comptes et tu dis ok, il est en train de mettre de la pression, et même quand il met la pression, 3 secondes après il y a quelque chose qui bouge. Et je pense que on pourrait encore revoir ces derniers combats et on a la même chose même contre Ousmane. Avant d'amener Ousmane au sol, il arrête pas de crocheter ses jambes, la gauche, la droite, la gauche, la droite, et ça bosse. Et puis même c'est au sol, il vient mettre sa main sur le triceps ou le coude de Ousmane, puis son autre main, puis il essaie de croiser, il tire, il met Ousmane sur les coudes, ça. Puis il fait la power Nelson, enfin il arrête pas de bouger, quoi. Tu vois, un Nurmagomedov, je trouve, il va te mettre au sol, ça va pas être très inconfortable, il va se positionner, tu vas te faire frapper, il va toujours te laisser entre guillemets une porte dans laquelle tu vas, et il la referme. Et donc tu te retrouves de l'autre côté, et donc tu te relèves, tu te dis c'est bon, il y a une porte pour me relever ici, et puis tu retombes, et c'est une sorte de frustration constante. Et en plus tu prends des coups, et tu te fais marquer au fur et à mesure. Mais c'est, je vais pas dire vivable, tu vois. Mais c'est un ascenseur émotionnel, comme ça. T'as chaque fois l'impression que tu peux trouver ta porte de sortie. Ouais, en fait, plus tu te débats, plus c'est comme une toile d'araignée. Plus tu te débats, plus tu te fais, plus les taux se resserrent, plus tu t'emprisonnes. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, maintenant que j'y pense, tu vois, McGregor, par exemple, dans le premier round contre Khabib, en fait, il cherche plus à neutraliser, il cherche pas à sortir ou à prendre une porte ouverte, et du coup, ça bouge pas beaucoup dans le premier round. Ah bah oui, parce que... Ouais, donc c'est une bonne analogie que tu fais. Ouais. Mais contre Edson Barboza, on voit quand même Edson Barboza chercher à se relever régulièrement, et en fait, dès qu'il arrive, c'est comme si voilà, il reprend la respiration, il est plongé au fond, il est plongé au fond. Et en gros, tu noies en laissant toujours un peu d'espoir de pouvoir respirer, et tu replonges dedans, tu vois. Quel vicieux! Ah ouais, alors il fait souffrir, quoi. Alors que... comment il s'appelle, Chimaev, lui, il va t'emmener au fond et il va te tenir coûte que coûte. Ouais. Coûte que coûte, il va te tenir au fond et il va t'imposer à rester au fond. Tu peux pas reprendre ta respiration. Et sauf si à un moment tu arrives à sortir de l'étau et que tu remontes, bien, Chimaev a beaucoup moins d'énergie pour la suite. Voilà, ouais. Mais la plupart du temps, il tient au fond, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y en a que deux. Il y a vraiment que Ousmane et Burns qui ont réussi à survivre. Suffisamment pour voir une décision en tout cas. Et la différence, c'est que Ousmane a pas réussi à défendre dans la première reprise. Il a réussi un peu à installer un jeu dans le deuxième et troisième round par la fatigue de Khamzat. Le seul qui a réussi à vraiment défendre et à ne pas se retrouver beaucoup sur son dos,
c'est Burns. Mm. Et ouais, Burns a un niveau extraordinaire. Je pense qu'il s'est fort concentré sur empêcher Khamzat d'agripper ses deux mains. Tu vois, il a beaucoup travaillé sur un 2-on-1. Il prenait une main, un 2-on-1 et il empêchait Khamzat de l'agripper réellement pour pouvoir le mettre au sol. Donc ça, c'est peut-être le truc sur lequel travailler contre Khamzat, c'est vraiment le 2-on-1. Ouais, c'est possible, ouais. Oui, parce que il a une formation de Greco et sûrement de freestyle et pas de folk style, tu vois. En folk style, tu peux pas trop attraper tes mains ensemble. Et une fois que c'est mis au sol, tu vois. Ouais. Donc effectivement, moi c'est pour ça que je préfère la folk style, c'est d'être capable aussi de pouvoir conserver un adversaire au sol avec les deux mains ouvertes, sans devoir agripper. Et c'est extrêmement problématique pour ceux qui veulent se concentrer sur le grip, quoi. Ouais. Et donc oui, ça sera peut-être un chemin de sortie pour Whittaker. Ouais, on parlera d'ailleurs de la lutte défensive de Whittaker. Évidemment, ça fait partie. C'est un élément crucial pour ce combat. Je pense qu'on a fait un bon tour de Khamzat. Au final, c'est pas si compliqué que ça de le décrire. Sa lutte, elle est excellente. Son grappling est submergent, très adapté au MMA. Comme on l'a dit, il peut utiliser les frappes, il peut utiliser des positionnements très dominants et la recherche de soumission constante. Mais c'est énergivore. Et ça, c'est vraiment sa faiblesse. C'est énergivore pour lui et pour son adversaire. Bien sûr. Ouais. Mais cela étant, je pense que pour imposer son jeu sur 5 rounds, il a besoin de beaucoup d'énergie. Si les deux sont dans la fatigue, il va moins bien imposer son jeu dans le deuxième que dans le premier, dans le troisième que dans le deuxième. Ouais. Donc voilà, ça reste. Je considérerais ça comme une faiblesse, même si c'est une faiblesse mitigée parce qu'il n'est pas en train de se fatiguer tout seul. Et puis on souligne quand même son striking qui est pas waouh pour les puristes, mais je le pense quand même assez problématique. Il tape fort. Les lutteurs ont quand même beaucoup de puissance. Il a des angles qui sont complètement différents de ce que l'on peut retrouver sur le plan académique, tu vois. Je trouve quand même que son striking n'est pas. Enfin voilà, il faut s'en méfier, quoi. Il faut clairement s'en méfier. Ouais, c'est pas du Demian Maia ou ce genre de choses. C'est vraiment un grappleur qui a mis l'accent sur sa lutte et son grappling, mais son pied-point est efficace, quoi. On va pas le comparer non plus à Dricus du Plessis ou à Sean Strickland, voilà, c'est le top du top en non esthétique mais efficace. Mais il fait partie un peu de cette catégorie où, voilà, quand tu regardes, t'as pas l'impression que ce soit si stylé parce que c'est pas académique, c'est pas propre, c'est pas, voilà, c'est pas ce que tu vas apprendre à des jeunes, mais ça peut toucher dur et il a été capable de prendre des rounds debout contre Burns. Alors Burns, c'est pas non plus le meilleur striker, mais lui aussi a une capacité en pied-point, quoi. Il a pris un knockdown. Il a mis un knockdown aussi, non? Ouais, ils sont échangés des parpaings et il y a un menton aussi qui est omniprésent chez. Robert Whittaker, c'est un style karatéka. Lui, c'est évidemment plus esthétique, léger sur ses appuis, posture très perpendiculaire à son adversaire. Ça bosse très très fort linéairement, beaucoup en in and out, beaucoup en blitz aussi. Pour contourner le fait qu'il travaille beaucoup en ligne avec son jab et son jab cross, il a complémenté ça avec un high kick derrière le cross. Il a complémenté ça avec un crochet avant derrière une feinte de jab. Donc, il travaille finalement sur d'autres angles que l'axe. Faut pas oublier qu'il a des bons sidekicks aussi. Et alors, moi, je trouve une lutte défensive plutôt solide, hein, couplée à une complexité à le maîtriser au sol, puisqu'il a un style plutôt scramble base. Ça bouge bien. Ouais. Moi, j'ai mis quand même dans les points faibles, hein, son sol et sa lutte défensive. De quel combat? Alors oui, il prend l'amener au sol du MMA féminin contre Dricus du Plessis. Ça c'est moyen, ça. Voilà, c'est moyen, mais c'est contre Dricus. Dricus, c'est le genre de gars qui est capable de faire ce genre de truc à n'importe qui aussi. Donc, je sais pas si on peut en tirer quelque chose. Ouais, bah écoute. Moi, c'est surtout avec les combats contre Romero il faut remonter à ces combats contre Romero pour aller voir un peu de la lutte. Alors Romero, c'est vraiment le lutteur c'est vraiment le lutteur olympique, quoi. Il expose tes épaules, il a ses poings, mais exposer les épaules en MMA sans contrôle derrière, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Donc pour moi, Romero n'a jamais été, dans mon livre, Romero, c'est pas un lutteur MMA.
C'est pas un MMA, lutteur tu vois. MMA du tout, voilà. Il va Ça- prendre une cheville, te jeter par terre, voilà. Et puis tu te relèves et tu te remets à boxer, tu vois. voilà, Il va te soulever, il va te jeter par terre, il va regarder s'il a eu ses 4 points de mise au sol, il les a pas parce qu'on est en MMA, et puis tu te relèves. ouais, il va avoir 4 minutes 0-0, il va dire ok c'est bon c'est 4-0, tu vois. Donc c'est pour ça que de l'autre côté, Whittaker, contre qui il a dû défendre des mises au sol, tu vois. Bah, Romero, franchement c'est le seul quoi. Ouais, donc voilà, donc pour moi Romero c'est pas un gars qui est aussi solide pour contrôler. Donc on parle par exemple rapidement de la mise au sol de Dricus du Plessis, qui n'a pas du tout un niveau olympique en lutte, qui prend une technique que tu apprends, enfin voilà, c'est pas la technique féminine, hein, c'est la technique, moi j'appelle ça la technique des enfants, tu vois, en lutte. C'est-à-dire que les enfants, ils ont une grosse tête comparée au corps, et si tu mets un gamin... Ouais, mais c'est une réalité, Oui, c'est c'est vrai. comme ça. Tu mets un gamin en compétition de lutte, tu dis, bah, tu vas prendre la tête, prends la tête, tu te retournes, tu le tiens au sol, tu vas gagner. Mhm. Tu vois, c'est le cheat code pour faire gagner les enfants en lutte, quand, tu vois. Mais la réalité, c'est qu'il l'a fait à Whittaker, et qu'il l'a maintenu au sol derrière. Donc il prend une position, normalement tu sors facilement quand t'es pris à la tête, t'as juste à tourner tes hanches, te replacer. Là, il se fait mettre au sol, on a un Dricus du Plessis qui réussit à le contrôler, à remettre ses hanches correctement et à se placer et à le frapper, tu vois. Hein. Mhm. Donc moi je trouve ça pas fou quoi, comme défense de lutte sur un truc qui fonctionne plus à l'âge adulte, tu vois. Ouais. En lutte. Donc je trouve ça pas fou. Dans sa reconstruction, on a vraiment un style pur jiu-jitsu où il va recomposer. C'est quelqu'un de très souple qui va avoir des Mhm. hanches qui se déplacent bien, mais trop souple. Le passage le passage de garde que lui passe Duplessis parce qu'il est en train de faire un grand écart, tu vois. Ouais. Lui il passe la jambe. T'es là, tu dis dans quel monde tu fais ça, quoi, tu vois. En jiu-jitsu brésilien, tu fais pas ça. Ouais. C'est sa butterfly. Ah, je vais me faire allumer là dans les commentaires là, parce que je suis en train de l'allumer sur son grappling. Mais sa butterfly avec le talon aux fesses, mais enfin, t'es en bout de course, tu peux pas soulever un mec Ah oui, non. du poids de Duplessis en ayant le talon aux fesses. Non. Donc, déjà rien que là, moi ça me posait question sur son niveau au sol. Je sais que toi tu dis qu'il a un très bon niveau au sol, qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il a un très bon niveau au sol, mais Duplessis ou Whittaker? Whittaker, bien évidemment. Ah non, Whittaker, on n'a pas vu assez son sol que pour dire qu'il a un très bon niveau au sol. Je trouve que, tu vois, sur Bah, y en a Adesanya, plein quand qui il... disent ça, hein. Ah ouais? Parce que, allez, Adesanya, il l'amène une fois au sol dans la revanche, et franchement, il y a clairement, il y a des manquements sur le contrôle derrière, et puis on l'a pas vu assez sur son dos, ouais, contre Dricus, il s'en sort pas spécialement sur son dos, donc Ah, on peut du pas dire qu'il est du un tout, excellent. hein. Il se retrouve en plus, elles sont vraiment pas mal, hein. On va pas faire une analyse sur Duplessis, mais il rentre sur Ouais. ses dards comme ça, il se place, la défense, bam, le coup de coude, C'était magnifique. trop beau, Le c'était dards, trop coup beau. de coude, Mais je crois qu'on en ça, avait déjà parlé à l'analyse, ça, une des dernières analyses je DTP. vais le garder en tête. Je vais le garder en tête, ce dards, coup de coude. Mais Mais, et encore une fois contre Romero, tu vois, il y a pas de contrôle derrière, donc on voit pas Whittaker sur son dos. On voit un non, Whittaker qui est très réactif, je trouve, sur sa lutte défensive, qui travaille beaucoup sur la souplesse de ses hanches justement avec ses ouais. sprawls, et qui travaille bien pour recomposer. Et quand il est au sol, évidemment après tu le diras, c'est contre Romero qui laisse de l'espace, donc il recompose très bien en créant un scramble et en créant de Mm. l'espace, donc ça se relève très vite. Euh, Mais je pense que contre Romero, c'est un petit peu une sorte de biais. Un biais parce que, effectivement, Romero, c'est un des lutteurs les plus, enfin, médaillés, entre guillemets, hein, c'est un lutteur olympique et tout, mais qui n'a pas une lutte de MMA, qui n'a pas su mettre en place, enfin, adapter sa lutte pour le MMA, tu vois. ouais. Et donc, je pense que beaucoup voient Whittaker être extrêmement bon pour défendre, les amener au sol, qu'il l'a montré, notamment contre Romero. Mais pour moi, contre des lutteurs MMA, je pense que ça va être compliqué. Ça va être plus compliqué, ouais. Ah ouais. D'autant plus que les amener au sol qui fonctionnent le mieux contre lui, en tout cas celle de Romero, c'est pas spécialement des shoots à l'ouvert. Je crois qu'il y a une amenée au sol sur les 5 de Romero, c'est un peu à l'ouvert comme ça. Mais les 4 autres, c'est vraiment à la cage avec surtout des crochetages de jambes, des balayages, des sweeps au niveau des jambes. Et ça, après Ramzat est capable de tout. Donc, mais il est capable d'analyser ça, je pense, et de capitaliser, d'exploiter ça.
Et puis, ouais, Khamzat, il y a... En fait, il y a un moment, il y a la technique et puis il y a aussi la sensation. Et je trouve que Khamzat, il est vraiment aussi dans la sensation, tu vois. Mhm. Il y a t'as un moment où tu as un niveau technique où tu es capable d'aller un peu plus loin euh, que juste faire la technique que tu as appris. Ouais. Et notamment sur la première amenée au sol qu'il fait à Ousmane, euh, c'est il attaque de très loin, il est mal positionné, il part sur la single leg, il se replace, il soulève la single leg et il va crocheter la jambe à l'arrière, mais d'une manière pas très conventionnelle, tu vois. Mhm. Et il n'y a pas d'échappatoire, tu vois, il y a aucun échappatoire possible. Il Mhm. l'obtient sans son amener au sol. Euh, et pourtant, je pense que Ousmane est très très bon en lutte. Très très bon pour défendre et tout. Et on a vu ce que ça a donné. Donc pour moi, je les mets dans le point négatif de Whittaker. Je pense que son sol et sa lutte vont être son gros point faible. Oui, de toute façon, ici, il n'y a pas de surprise dans ce combat. Khamzat, il doit venir pour mettre au sol. Whittaker, il doit donner sa vie pour ne pas se retrouver au sol. C'est un peu ça. C'est un peu Ouais. ça. On va aller un peu plus loin. Je pense qu'on arrive à la partie game plan ici de notre podcast. Commençons par Whittaker. Hein. Bon, c'est le classique quand on affronte Chimaev. Hein. Ground is lava. T'as presque envie de dire clinch is lava dans ce cas-ci. Ouais, clinch. Le clinch is là-bas. Voilà. C'est- Faut viser à passer le premier round tout en ayant suffisamment d'énergie dans la caisse pour faire la différence après. Donc Ouais. ma question ici c'est, je crois qu'il a déjà répondu quoi. On dirait qu'il a pas vraiment les armes pour arrêter les amener au sol du premier round. Donc moi j'avais mis comme premier point, il doit pas avoir peur de courir au début. Ça Ouais, peut bah paraître écoute, oui, hein. ridicule, mais voilà, il faut vraiment une méga distance et il faut désengager, Ah ouais. désengager la lutte au début, quoi. Quitte à vraiment, littéralement courir, ouais. Ouais, À ce ouais. que ça paraisse presque ridicule. Je te rejoins entièrement, je pense. Je pense que ouais, moi j'ai noté survie au premier round par tous les moyens. Donc s'il faut courir, oui, il faut courir. Le clinch pour moi, laisser ne serait-ce qu'un contrôle au poignet, tu vois, c'est je le vois comme potentiellement dangereux. Donc n'importe quoi, la moindre main même sur l'épaule, sur quoi que ce soit, pour moi elle est dangereuse, tu vois. Ouais. Donc effectivement, il va falloir qu'il fuit le contact absolument sur le premier round. Et la seule chose qui lui permettra de pouvoir, qui me semble être, enfin, la possibilité de gagner ce combat, c'est d'avoir un Khamzat qui s'épuise au premier round, tu vois, Ouais. et de conserver cette énergie. Donc, s'il se retrouve au sol, je pense qu'il doit absolument non pas refuser le sol, mais tirer la garde. Ouais. Tirer la garde, pas de butterfly ou des trucs comme ça. Non, pas non, là, donner c'est son- garde fermée, prendre la nuque, mettre de l'énergie juste sur Ouais, nuque et underhook. passes, Ouais. voilà, tu passes un seatbelt à l'envers, tu vois, tu mets, tu te tiens comme ça et t'attends. Et il essaye. Koala, tu quoi. bouges. Ouais. Ah, Il se koala, relève, ouais. tu restes sur lui, quoi. Ah ouais, non, Quitte non. à ce qu'il Pour se moi, slam c'est après. vraiment ça. Et pas de recherche de vouloir se relever absolument et exposer son dos, parce que là, je pense qu'il y aura beaucoup de fatigue qui va s'accumuler dans ses jambes. Il a besoin de ses déplacements pour la suite. Ouais. Euh, je pense que c'est refuser le clinch absolument. Et si ça doit clincher, c'est survivre. Et donc, dans la garde, c'est souvent un petit peu la position la plus safe, Mhm. j'ai envie de dire. Ouais. Et puis, bah voilà, hein, c'est toutes les armes à distance, quoi. Forcément, c'est exposer le Ouais. moins possible ses hanches, donc les jabs de loin, sortir directement derrière. Les front kicks, hein, il a des bons front kicks. Je pense notamment à celui qu'il a utilisé contre Brad Tavares, front kick suivi du check hook. Et alors, ça c'est absolument nécessaire, c'est avoir préparé le taf dans l'extrême fatigue. Donc, dans son Ouais. training camp, c'est lutter contre des gars qui rentrent sur toi, qui sont frais, et puis tu rentres sur des gars frais en pied-point quand toi t'as plus d'énergie et tu dois prendre tes rounds, tu dois prendre tes points. Enfin, voilà, Ouais, ça, je sais c'est pas, plus je de sais la pas tant préparation. sur le fait d'avoir des gars frais parce qu'on va avoir, il doit boxer quelqu'un de fatigué. Oui, pardon. Et pour moi, Des gars frais qui le fatiguent en lutte, et puis voilà, il fait du pied-point contre des gars, enfin contre les mêmes gars un peu fatigués. Alors, Quoi. moi, tu vois, dans la stratégie, donc oui, donc déjà se faire laver au premier round, clairement. Mais par contre, après, il va avoir quelqu'un de fatigué. Et quand tu as quelqu'un de fatigué qui n'a pas un niveau expert en boxe, eh bien, c'est quelqu'un qui va chercher des coups durs et qui va Ouais. chercher à connecter. Et donc lui, Whittaker, il va devoir être capable de pouvoir toucher sans être touché
protéger et boxer derrière les frappes puissantes. Feinter le jab, laisser le over and venir, jabber derrière. Ouais, jabber, piquer, toucher, piquer, frapper au corps. Toutes ces choses, tu vois, qui vont pouvoir faire baisser la garde, créer du volume, trouver les ouvertures. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Plus d'avoir préparé stratégiquement des techniques et des stratégies face à quelqu'un de fatigué. Ouais. Parce que quand tu es fatigué, tu as souvent aussi envie de frapper fort pour finir le combat, tu vois. C'est clair. Mais comme tu as 50% de moins de puissance, la plupart du temps, tu finis pas ton combat. La seule possibilité, c'est tu mets tellement de volume qu'à la fin, si tu trouves un menton et une sorte de TKO, quoi. Ouais. Donc j'aurais plutôt tendance à dire ça. Ouais. Et alors c'est gagner avec des techniques qui ne demandent pas trop d'énergie, quoi. Ça c'est clair. Je pense. On a vu quand même un Khamzat qui était très fatigué dans le deuxième contre Ousmane, mais qui a pris aux yeux de juge le troisième round, qui était capable quand même de taper, s'en amener au sol, de contrôler derrière. Alors clairement, le travail au sol de Khamzat dans le troisième round contre Ousmane n'était pas du tout ressemblant à ce qu'on avait vu dans le premier round, mais voilà, quand t'es fatigué, c'est aussi difficile de te relever. Et donc si t'en as un qui économise dans la deuxième reprise, bon là c'est en 5 rounds aussi, donc ça faudra qu'on en parle, mais parlons peut-être de Chimaev. Voilà, pour l'instant ce qu'il fait fonctionne. On a vu contre Burns et contre Ousmane qu'à peu de taille près ça pouvait basculer. Est-ce qu'il doit changer son approche maintenant, ou contre Whittaker on lui conseille de faire du Chimaev? C'est compliqué, parce que franchement j'aimerais pas être à sa place dans ce choix-là. Parce que tu as une possibilité, enfin c'est comme un McGregor entre guillemets. T'as on va dire un round voire 2. Et si tu dois changer ton style pour un 5 rounds, forcément tu perds en compétences dans ta lutte, tu vois. Donc c'est quand même modifier beaucoup son jeu, et avec le risque de ne pas être aussi performant, tu vois. Exact. De se compliquer la tâche, alors que ça se trouve tu aurais conservé ton style de tout donner au premier et tu l'aurais emporté. Donc j'aurais tendance à dire quand même, voilà, de partir sur un premier round comme il est capable de le faire, en étant peut-être un petit peu plus technique et réfléchi, tu vois. Ouais. Ce qui lui permettrait de garder un peu d'énergie pour la suite. Ouais. J'aimerais le voir un petit peu plus technique sur les soumissions. Il est très instinctif sur sa lutte. Techniquement, il est incroyable en lutte, mais il est passé de l'autre côté de la barrière où il est instinctif aussi. Ouais. Et tout est automatique. Voilà, tout est automatique. Il va, même dans des positions que tu travailles pas à l'entraînement, il va être capable de trouver comment mettre au sol, parce qu'il comprend comment fonctionne le centre de gravité, les points d'appui. Par contre, dans ces soumissions, je pense qu'il n'est pas encore de l'autre côté de la barrière, tu vois. Comme on pourrait avoir une ceinture noire qui va trouver des soumissions où tu penses qu'elles n'existent pas, entre guillemets. Ouais. Et donc, j'aimerais le voir un tout petit peu plus technique sur les soumissions pour ne pas s'autoriser à tenter une soumission si elle n'y est pas, tu vois. Je pense qu'il y a eu des combats comme ça, où il a tenté des soumissions. Contre Ousmane, il n'y a pas eu un étranglement arrière où il s'est un peu cramé? Ouais, dans la première reprise, ouais. Ouais, c'est ça, Donc ce genre de situation, il doit être capable de voir. Si tu mets toute cette énergie, tu sais que ça va taper. Ouais. Tu vois, comme un Hernandez, quand il soumet, je sais plus qui, il est là, il travaille sur le menton. Kopylov. Contre Kopylov, ça bosse, il est pas en train de s'épuiser. Puis, pop, ça passe, et là, il a même pas commencé l'étranglement, tu le vois qu'il fait, il sait que c'est terminé, tu vois. Ouais. Et moi, j'aimerais le voir passer de ce côté-là. Ouais, c'est ça, c'est savoir à quel moment vraiment utiliser son énergie, à quel moment être plus dans la menace, jusqu'au moment où il est sûr de pouvoir compléter le truc. Et c'est vrai que, voilà, autant il a pu faire parler son pied-point contre Burns, autant je pense que contre Whittaker, ce sera pire que Burns et Ousmane si ça traîne debout. Donc pour moi, Chimaev ici, il doit lutter, et donc il doit être capable de lutter à chacun des rounds tant que le combat n'est pas fini. Ouais. Sinon, ça va devenir difficile. Après, voilà, il peut lutter à 3 rounds sur 5 et prendre 3 rounds sur 5 et il aura la décision et survivre quand c'est dans les rounds où c'est debout. Mais
Mais ouais, ça c'est peut-être le facteur X ici. Khamzat sur 5 rounds, on sait pas trop. Whittaker sur des 5 rounds bien intensifs, Ok. on sait ce que ça donne et ça donne bien. Mm, Oui, il fatigue, mais il est très bon dans la fatigue, Whittaker, Aussi, debout ouais. en tout cas. Donc ça c'est un élément très très important. Et l'autre élément c'est Whittaker. Autant Whittaker que Khamzat, ils se sont préparés l'un à l'autre pour juin. Donc c'est la deuxième fois qu'ils se préparent l'un à l'autre sur 5 rounds. L'avantage de Whittaker, c'est que lui, il a vraiment fait son combat en juin et il continue son training camp. Et le camp de Chimaev a été coupé par son la raison de l'annulation du combat. Je sais plus si c'était maladie ou blessure, mais dans les deux cas, le camp a été coupé. Ok. Et il a changé aussi de camp. Hein. Et il a changé de Il camp, est donc là parti, aussi facteur X. Ouais. Factor X, je pense positif, moi. Ouais, ici ça penche sur le positif. Encore une fois, on peut pas savoir à 100%, mais Non. c'est le genre de facteur X, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre, mais la probabilité est plus du côté positif. Alors, selon notre sponsor Unibet.fr, qu'on remercie une fois de plus, on a un Chimaev qui est grand favori à 1,41. On est à 2,70 du côté de Whittaker. Donc, on est également, comme pour le main event, entre 65-35 et 70-30. Mais on tire un peu plus vers le 65-35. Dans notre épisode sur Topuria contre Holloway, tu disais qu'il y avait plus de valeur sur Whittaker que sur Ouais, Holloway. j'ai Donc, toi aussi, l'impression, tu penses que c'est plus serré que ce que les cotes donnent? je pense qu'on est tous sur cette question de premier round, Voilà. cette intensité et ce qui va survivre. Le premier round, c'est un 80-20. Ouais. Et si on passe le premier round, au fur et à mesure, ça s'inverse et on aura un complètement, Whittaker qui finira favori, quoi. Moi, je suis pas devin, hein, donc je peux comprendre les cotes. Si je faisais à l'aveugle sans voir les cotes, je verrais Chimaev favori, tu vois. Mhm. Maintenant, là, c'est vrai que je trouve que ça a pas mal de valeur pour Whittaker, parce que le deuxième scénario n'est pas déconnant non plus, tu vois. Du tout, hein. Et voilà. tout, Moi, je en le fait, vois plus serré. Je vois le combat un peu plus serré. Je vois un 60-40, tu vois. Mhm. Mais ouais, ça reste compliqué. Je t'avoue que le principal problème que j'ai, c'est que je n'ai pas suffisamment d'éléments qui me font dire que Whittaker sera capable de se déplacer, de défendre, enfin de survivre au premier round, tu vois. J'ai cet inconnu-là. Son système défensif en grappling et en lutte me semble trop faible. Et notamment, il a mal fini hein, face à DDP. Duplessis. Hein. Au premier round, je sais pas s'il prend son premier round aux yeux des juges, mais les dernières minutes, il se fait quand même bien allumer. Hein. Ouais. En fait, c'est là toute la question. Hein. On a vu Whittaker, il s'est fait toucher par tout le monde. Quasi dans tous ses combats, il se fait sonner. Maintenant, la plupart du temps, hormis la première fois contre Adesanya et contre Dricus Duplessis récemment, il tient salement debout et il est très bon pour combattre en étant sonné. Il fait partie des meilleurs combattants sonnés. Tu vois, il y a ces combattants qui ont cette capacité à rester dangereux alors qu'ils ont été touchés. Contre Brunson, il le retourne en étant touché. Contre Romero, il met des sales frappes en étant salement touché. Contre Costa, il se fait toucher sur le spinning wheel kick. Là, il récupère bien derrière. Donc, mais quasi dans tous les combats, il y a un moment où genre il s'est allumé quoi. Mais il reste dedans. Et c'est vraiment ça mon argument ici. Donc je mets aussi cette unité sur Whittaker. Encore une fois, pas parce que je suis ultra confiant en lui, c'est juste que pour moi la cote est un peu exagérée. Et donc la raison pour laquelle j'ai mis 7 sur Holloway et 7 sur Whittaker, c'est parce que s'il y en a un seul des deux qui passe, je finis en bien positif. Et si les deux passent, là je suis tout bien quoi. Ah oui, t'as mis sur. J'avais pas fait attention à ce que t'as mis sur lui aussi. J'avais juste vu. Excellent. Ouais, je fais 7 sur les deux en me disant, voilà, il y a quand même une forte chance qu'un des deux passe. Et si un des deux passe seulement, je suis en positif dans l'ensemble, donc je m'en fous d'en perdre un des deux. Voilà, Whittaker, il reste intelligent, il a une distance karaté qui rend le combat plus compliqué pour Khamzat. Et il y a un élément facteur X. C'est des vieilles interviews, enfin vieilles pas tant que ça, mais voilà des interviews d'il y a 2-3 combats où Khamzat avait dit le seul que j'ai pas envie d'affronter en middleweight c'est Whittaker. Il l'avait dit. Oui. Donc dans sa tête c'était peut-être le combat le plus compliqué pour lui. Et donc tu vois il y a toujours ce petit truc mentalement je sais que ça peut être justement le challenge qui va le faire sortir le grand jeu, mais c'est aussi le petit doute qu'il avait potentiel sur Whittaker. Donc voilà, je pense pas que Whittaker va exposer beaucoup ses hanches.
voilà, comme tu le dis, hein, il y a potentiellement, il va peut-être souffrir au premier round et perdre au premier round. Mais j'y crois. Je crois qu'il peut sortir du premier round et gagner ce combat. Donc, je pense pas que ce soit déconnant de me positionner. Non, sur lui. ça reste une vraie probabilité, ça c'est sûr, hein, clairement. Ouais. Et donc, je vais me mouiller même sur mon prono. Je le vois finaliser dans le 3e ou 4e. Un Chimaev très fatigué. Un TKO comme ça? Ouais. Écoute, moi, mon prono, j'ai réfléchi, je t'avoue, hein, pour moi, j'avais, enfin, les deux scénarios, tu vois. Ouais. Je vais suivre un peu mon instinct. Je pense que Chimaev va. J'espère ne pas le voir trop beau en lutte, mais je pense qu'il va être largement supérieur et lui enfin vraiment lui faire des dégâts que personne ne lui aura fait auparavant, tu vois. Ouais. Et je le vois avoir, même s'il survit au premier round, avoir des dégâts qui seront un peu trop importants, comme avec Ousmane, et se faire soit soumettre au premier, soit éteindre au deuxième, tu vois. Ouais, l'étranglement arrière est vraiment très probable parce qu'on a vu un Whittaker quand même qui, dans ses défenses, expose son dos. En même temps, il a failli rejoindre l'équipe olympique d'Australie en lutte, hein, donc il a aussi les réflexes un peu de lutteur. Hein. Whittaker. Ah bon? Ouais. Ah, Il purée, devait participer au Commonwealth franchement, sérieux? pour l'Australie et ça a été annulé à 3-4 semaines parce qu'il devait défendre son titre ou combattre contre Romero. Je sais plus si c'était pour le 1 ou pour le 2, mais voilà, il y avait une histoire avec l'équipe de lutte d'Australie. Mais il est tombé dedans par hasard, hein, vraiment. Il a fait une compète locale, il a gagné ses 3 combats de lutte. C'était en 2015, un truc comme ça. Je trouve que dans les réflexes, la manière dont il bosse quand il est mis au sol, c'est pur jus dessus, quoi. Hein. Ouais, après, tu vois, c'est 2015, et puis je crois que c'était 2018 où il pouvait rejoindre un truc comme ça, donc. À voir. En tout cas, moi, mon prono, ça va être Chimaev. Mais je suis 100% conscient que Whittaker peut faire tourner la balance, et je serais très content aussi de l'autre scénario, parce que sur mes préférences, par contre, je pense que je préfère quand même un Whittaker. Ouais, moi aussi. Enfin, je suis méga fan de Whittaker. À un moment, genre en 2016 ou quoi, Whittaker et Holloway étaient mes 2 combattants préférés. Donc voilà, ils combattent en main event, en co-main event. J'espère une double victoire des 2. Ouais, bah ouais, écoute. et voilà. Après, voilà, j'ai aucun problème parce que Chimaev gagne, parce que le mouvement que ça fera dans la division middleweight, ce sera énorme. Pas qu'on a besoin de 109, mais voilà, Whittaker, on l'a vu perdre contre Dricus, on l'a vu perdre contre Adesanya. C'est parce que je suis fan de lui que j'aime bien le voir dans le top, quoi, mais je suis pas certain qu'il aura de nouveau la ceinture un jour. Par contre, ouais, il reste des Whittaker contre Strickland, c'est un combat qui m'intrigue d'un point de vue style. Donc ça, j'aimerais bien le voir un jour. Mais voilà, au-delà de ça, si c'est Chimaev qui vient bousculer le top de la division, j'ai rien contre. Chimaev contre Fluffy, ça peut être sympa. Ouais, c'est loin, regardez loin derrière, hein. Vu la valeur de Chimaev. Ouais. Mais en considérant que Chimaev est pas très actif et que Fluffy voilà, Fluffy, tu lui mets un autre combattant à une victoire, ça pourrait faire sens, quoi. Donc, moi personnellement, Chimaev l'emporte. C'est porte du titre avec son Emma Juin. Ouais, bien sûr. Je sais qu'on peut. Il y en a Sourdine qui mériterait sûrement plus, mais c'est un combat. Enfin, c'est 2 combats que j'ai envie de voir, tu vois. Ouais, et clairement. Peu importe l'ordre, si je le fais comme si j'étais neutre, sans être supporter, peu importe l'ordre, les 2 m'intéressent grandement, tu vois. Ouais, et que ce soit contre Dricus ou contre Strickland, hein, les 2. Oui. Peut-être un peu plus pour Dricus. Chimaev, Dricus. Hein. Chimaev, Dricus. Ouais. Strickland, on sait que ça va être à nouveau un double scénario possible. Ouais, il survit le premier round. Par contre, la Strickland, tu sais que s'il survit le premier round, c'est fini derrière. Oui, je suis d'accord. Il tue Chimaev à partir du 2e round s'il survit le premier. Ok, les amis, et Brian, merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao à tout le monde.